Nous aurions souhaité être ensemble au Glen ou à la Générale, mais malheureusement, on est plié à faire ça par Zoom encore une fois. Espérons cette année, on va pouvoir se voir à nouveau. On va rentrer dans l'agenda et je demanderai l'approbation pour l'agenda tel qu'il est ou avec des modifications s'il y a lieu. Thank you, Marianne. I'll take that as a motion. And is there a seconder? Thank you, Mike. Any contrary minded? See none. I don't take it as given. Motion carried. L'approbation du procès verbal du 10, je dis, is that 10th of October? All right, 10, 12, 21. Is there a motion for the minutes of last meeting? Thank you, Jim. Seconder, Laurie. Any comments on those minutes? Corrections? No? Then I will ask if there's any contrary-minded. I see no one contrary-minded. Motion carried. Is there business arising? Dr. Ferrer, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez soulever? Nothing that's not coming back in my report, Mr. Chairman. Thank you. So we will look forward to that. Il y a des approbations, the consent resolutions of the board, which have flowed through the committees of the board and are thereby recommended. Are there any elements in the consent agenda that members of the board would like to have withdrawn or to be discussed separately? I see no indication of such, so then I'll ask for a motion for the consent agenda, consent items. Thank you, Alain, and thank you, Sarah. Any contrary minded? I see none, so I will take the motion as carried. À ce moment-là, on est arrivé au rapport du président directeur général, Dr. Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons cette semaine au conseil d'administration une rencontre qui est avec un agenda un peu moins chargé que d'habitude. Vous avez noté aussi qu'il n'y a pas de présentation prévue aujourd'hui parce que notre personnel, nos gestionnaires, les directeurs sont très, très occupés encore avec la pandémie de COVID-19 sur laquelle j'aimerais quand même vous mettre à jour. Alors, écoutez, je suis heureux de pouvoir dire que depuis cette semaine, il y a des signaux qui sont intéressants par rapport aux indicateurs qu'on suit pour cette pandémie. So really the number of patients who are hospitalized in Quebec at the present moment, if we compare from the January 19th to January 26th, that's a 1 week period. There's been a decrease, quite steep decrease in the number of cases in our hospitals in Quebec. For example, on the 19th of January, 66% of COVID patients who were in the hospitals were considered active and contagious. And a week after that, on the 26th, it was 66 and then 56 a week later. 18% of our patients in the hospital with COVID were considered cured on the 19th of January. They were still in the hospital for other reasons. On the 26th, it was 30%. This decrease is more marked in Montreal than in other areas in Quebec. For example, Quebec City is presently in the same situation where we were 2 weeks ago, with an increasing number of cases in Quebec City, especially in ICUs. Pour l'ensemble du Québec, durant cette même semaine, du 19 au 26, c'est une baisse de 20% des lits de soins intensifs qui sont occupés par les victimes de la COVID. Et pour les lits d'hospitalisation, c'est 23%.
In retrospect, we can now say that the peak of this fifth wave of the pandemic occurred on the 16th and the 17th of January, with 281 patients in ICUs in Quebec, throughout Quebec, and 2,758 patients on the different units in our hospitals. We can also see from the curve that this fifth wave really began on the 24th of December, which is about 3 weeks and a half before the peaks. And it looks like a normal curve up to now. So we can expect this wave to be done with, or at least mostly gone 3 weeks and a half after the 16th and 17th of January. So that would take us to somewhere around the 15th of February, hopefully, if things don't change. Alors, ce sont des signaux qui sont quand même encourageants. Si je regarde du côté du CUSM, j'ai les chiffres de ce matin. Nous avions encore 192 patients hospitalisés au CUSM avec la COVID, 153 adultes au Glen et au Général, 25 à la Chine et au pavillon Camille, 25 au pavillon Camille Lefebvre et à la Chine, et 13 à l'hôpital de Montréal pour enfants. De ces 192 patients-là, il y en avait 33 aux soins intensifs, 27 chez les adultes et 6 chez les enfants. Nous avons eu à vivre avec de multiples éclosions, particulièrement dans nos installations plus âgées, comme la Chine et l'hôpital général de Montréal. So there have been outbreaks and nosocomial cases, a small number of them, in our institutions and infrastructures, mostly at the general and at La Chine, but some of them also occurred in newer venues like the Glen, for example. Nous avons dû utiliser le Center for Innovative Medicine, the C4, which belongs to the RI. So thanks again to Dr. Ian Towers and the staff of the RI for letting us use their great facilities to treat our patients. So we should be able to turn them back to them for their regular use starting next week. We've been able with these decreasing numbers to reopen beds for surgery, for medicine, for cardiac surgery, to increase the number of cases. Also because our staff have started coming back after having been either exposed or infected by the COVID-19 virus. So, and the number of staff who gets infected, newly infected or exposed decreases daily, with a larger number coming back to work from quarantine. La question du personnel, ça va quand même assez bien. Nous n'avons pas utilisé le temps supplémentaire obligatoire. Nous n'avons pas eu à utiliser des décrets qui nous permettent de déplacer du personnel sans leur accord. Alors, tout se fait sur une base volontaire. Je désire remercier encore une fois l'ensemble de notre personnel et aussi nos partenaires syndicaux pour leur collaboration qui nous a permis d'offrir ces services à ces plus de 3000 patients qui ont été hospitalisés au CUSM depuis mars 2020. So we've been able to take care of these great number of patients, reopen our vaccination center to the general population. On vaccine présentement environ 4200 personnes par semaine de la population et des membres de notre personnel qui reçoivent pour la plupart une 3e dose, mais certains aussi une 1re ou une 2e dose. Donc, c'est encourageant de ce côté-là. Du côté de la Chine, des bonnes nouvelles cette semaine. On a été capable de réouvrir aux patients ambulatoires cette salle d'urgence qui était fermée depuis le 8 novembre. On devait la réouvrir le 10 janvier. Toutefois, c'était le pic de cette pandémie, comme je l'ai mentionné tantôt. Et il n'aurait pas été réaliste de réouvrir cette urgence en pensant pouvoir la garder ouverte de façon définitive. Et nous avons préféré reporter cette ouverture au lundi 24 janvier, ce qui fut fait. Et jusqu'à maintenant, on dit que ça se déroule bien. L'autre bonne nouvelle à la Chine, c'est l'obtention de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement du Québec du changement de permis qui était réclamé depuis un bout de temps pour l'unité 2C, qui accueille nos patients ventilo-assistés, et également du financement pour rehausser les services à cette unité à un niveau de 1,4 million de dollars sur une base récurrente annuelle. Il reste quelques détails à attacher, mais ce sont d'excellentes nouvelles
pour le pavillon Camille Lefebvre. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette semaine, nous avons remis le dossier d'affaires et dossier d'opportunité final au gouvernement du Québec pour la construction du nouveau pavillon hospitalier à la Chine au montant de 225 millions. The users committee, during the last board meeting, there was a question that was asked concerning the situation at the users committee. Following this question and other exchanges we had with the members of the committee and some stakeholders, we decided we would offer the users committee the possibility of mandating someone to take a look at what was happening at the users committee level, and the mandate was given to Monsieur Roger Paquet, who's the former associate sous-ministre à la santé et aux services sociaux. And he's met with the committee and these stakeholders on a few occasions already, and he should be coming up with recommendations to improve the functioning of the committee and also reduce tensions within the committee. Du côté budgétaire, P9, la prévision de déficit pour l'établissement se situe à 44,8 millions de dollars. Au cours de la dernière semaine, des revenus supplémentaires d'environ 3,5 millions de dollars ont été confirmés par le ministère. As we do every year, we've planned a meeting with the ministry at the beginning of the year. It was supposed to take place in January. We did request that it would be postponed to February because of the pandemic, and we'll be meeting with them in February. We have requests for extra financing, and we hope to be able to get some more revenues before the end of the year to lower this projected deficit, which has been projected since the beginning of the year. There has been no changes in our numbers. We're exactly where we thought we would be under the present conditions, but we expect more revenues to come in and decrease significantly this deficit at the end of the year, the fiscal year on March 31st, 2022. Already some files have been settled, as I said earlier, with extra revenues being confirmed by letter over the last 2 weeks. Maybe a few words. The neuro, we're still hoping to get the neuro on the PQE during the spring. And we've been meeting with people and still planning with meeting people in government and some stakeholders to make sure this happens. Maybe a few news from the Research Institute. Top 40 research hospitals 2021 that comes out yearly, that came out, and the MUHC is back to third place after a short stint in fourth position. So this is great news, but I discussed that with Dr. Ian Towers and people at the RI, and the objective is to get even better and get up at least one rank in this annual repertoire. The Research Institute has also announced the appointment of Mr. Gilbert Tortman as Chief Operating and Development Officer starting on January the 17th. The collaboration between the MUHC and the RI is going quite well. I have regular contacts with Dr. Towers, and I have to say it's really pleasant to work with her. She's really someone with a vision of the future. And so we're really looking forward to the future at the RI and the relationship with the MUHC. Nominations and awards. Alors, aujourd'hui, on a approuvé dans les items de l'agenda de consentement la nomination de Mme Julie Couture comme directrice associée
à la planification, à la gestion de projet, à la direction des services techniques. Madame Couture est ingénieure de formation et en plus détentrice d'une maîtrise en génie. Et elle s'est jointe à notre équipe le 14 janvier. C'est une acquisition très importante pour notre organisation. Some awards, Madame Marie-Josée Bourassa. She's a Clinical Administrative Coordinator of the Women's Health Mission. On lui a attribué le prix Jeanne Mance 2021. C'est un prix prestigieux de l'Ordre régional des infirmières et des infirmiers de Montréal et de Laval pour sa contribution au développement des soins infirmiers et aussi pour sa contribution à l'amélioration générale de l'état de situation de la population. Alors, félicitations à Mme Marie-Josée Bourassa. Dr. Samir Shaheen Hussain, he's an emergency pediatrician at the Montreal Children's Hospital. He was awarded 2 prizes from the Quebec Writers Federation for his book, Fighting for Hand to Hold. This is a rare occasion when the same author receives both the Mavis Gallant Prize for Nonfiction and the Concordia University First Book Prize. The book looks back on his campaign and denounces certain medical practices affecting Indigenous children and their families. J'aurais voulu aussi, peut-être, Monsieur le Président, mais je pense qu'elle n'est pas encore en ligne. Je pense qu'on va devoir attendre son arrivée. Souligner le départ à la retraite de quelqu'un de très important. On me dit qu'elle se joindra à nous vers 10h30. Elle est occupée dans une rencontre à l'heure actuelle. Alors, peut-être qu'on pourrait y revenir. Je serais prêt à prendre des questions de la part des membres du Conseil par rapport à mon rapport, Monsieur le Président, s'il y en avait. Moi, j'en ai une pour commencer, si je peux. Vous avez fait mention du transfert des patients dans le CIM et c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est très onéreux pour l'organisation de faire ce genre de transfert de patients ou est-ce que le CIM est bien organisé, bien préparé, équipé pour pouvoir recevoir ces personnes-là? Est-ce que c'est le coût d'utilisation du SIM élevé? C'est la base de ma question. OK. Bien, en fait, le SIM, c'est une installation vraiment à la fine pointe de la technologie. Donc, on peut s'en servir pour nos patients avec très, très peu de transformation. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on nous accorde une certaine surface, une partie du SIM. Ce n'est pas le SIM au complet qu'on utilise. Et on rentre là avec notre personnel. Il y a des fois des gens du centre de recherche qui acceptent de travailler, d'être, si vous voulez, délestés et qui viennent travailler au CIM avec nos équipes, comme ailleurs d'ailleurs. Et donc, ça se fait relativement rapidement. Ça prend à peu près une semaine pour tout préparer, pour être capable d'utiliser le SIM. C'est la deuxième fois qu'on l'utilise. En ce qui concerne les coûts, Monsieur le Président, c'est une bonne question. Je ne connais pas les coûts. Je sais qu'ils vont être comptabilisés dans les coûts COVID et qu'on va être en mesure de s'assurer que le centre de recherche ne subit pas de conséquences financières d'utilisation ou de perte de revenus parce qu'on pourra le réclamer comme coût COVID. Je pourrais vous revenir avec le détail des coûts associés avec l'utilisation du SIM. En même temps, ça nous a donné un coup de main de façon importante et appropriée à 2 moments où est-ce qu'on était au pic de la pandémie et d'utilisation des lits de soins intensifs et des lits hospitaliers. Donc, ça a été un grand plus. Encore une fois, merci au Dr. Towers et à son équipe qui nous ont vraiment ouvert les portes toutes grandes. Je suis allé visiter ça moi-même, mais ce sont des locaux vraiment fantastiques qui ont été mis à profit pour le bien-être de nos patients. C'est sûr que ça doit interrompre la recherche pour certaines chercheurs, mais c'est sûr que c'est la bonne décision à prendre. Juste me rappeler, savez-vous combien de lits qu'on a dans le CIM? Je vais demander à Martine Alfonso, qui est en ligne, de répondre à votre question. Donc, il y a une dans douzaine. le maximum de lits qu'on a utilisés. Martine?
Alors, le CIM a 8 lits, mais Alain pourra dire très précisément combien de ceux-ci, Alain Biron, qui est membre du CA, pourra répondre très précisément combien de ceux-ci sont utilisés présentement. Donc, oui, donc nous sommes à 6 lits présentement et on prévoit déjà fermer à cause de la situation qui s'est améliorée, telle que décrit par Dr. Faller, on prévoit fermer le lundi. Donc, et retourner ces lits-là à l'Institut de recherche. Excellent. Et y a-t-il d'autres questions pour Dr. Feller sur son rapport de ce matin? Ça a été très clair. Sarah, you don't have any questions? I just want to say, I think the hospitals, all the hospitals have done an amazing job in this wave of the pandemic to adjust. It's been at cost. Surgery is delayed and, it's going to be challenging to recover. But I think our healthcare workers just deserve a huge vote of thanks for everything that they do. It has been very difficult. And I think it's fantastic. They're just fabulous. Here. I really, our healthcare workers were fantastic. I mean, we were able not to have to use temps supplémentaire obligatoire or des agences or use a different decrees that would have allowed us to move people without them being in agreement with what we were doing, because there was a lot of people who volunteered to work in other areas. Nurses and people from the ORs, for example, ended up in the ICUs, working on the wards. Same thing for physicians who were working in other sectors under the supervision of physicians who were experts in dealing with COVID-19. So it's been really same thing happened in the lab with the other professionals. So and the collaboration with our union partners was very good. We met every week over the last month and a half about to discuss the situation, find solutions. So we did compared to the rest of the network. I think we did well with our workforce. And so thank you very much, everyone, for everything you've done for our patients. Dr. Feller, what's the other side of the coin, Dr. Feller, for those doctors who were not able to perform the surgeries or didn't have access to the typical space that they would want in the hospital because of COVID? What became of them, and how are they surviving? Well, some mostly physicians you're talking about, I would imagine, because our staff has been. So no, I'm talking about physicians. Yeah, many physicians worked in other activities, being supervised by other expert physicians in COVID-19. Others saw their activities markedly reduced, I have to say. For example, if I take cardiac surgery, we usually do 4 cases a day. We were down to 1 case at one point, so that's 25%. And if I take surgery as a whole, at one point we were down to lower than 50% of the activities. Some other centers were lower than 25% for all surgical activities. So of course it's been difficult. People have seen major changes in their schedules. And so we're really happy that we're able to reopen surgical beds, reverting pods and wards back to their usual use. For example, in cardiac surgery, we're back to at least 2 cases a day at the present moment. And we intend to increase that starting next week. Same thing for the other surgical specialties. We're going to slowly increase. But it's been very difficult times, and there's going to be a price to pay for that. Mostly on the patient side, also on the doctor's side. But patients, of course, many patients have suffered delays. The waiting lists have grown longer. So I'm quite sure that the government will come up with a plan de récupération,
And I wouldn't be surprised if there were incentives for us to increase our volumes of activities over the next year or 2 years to catch up. Because it's not only cancer cases and cardiac surgery cases, it's also orthopedics, people who can't walk anymore or need a new hip or a new knee. So it's, I think the government will come up with a plan to try to catch up what we've been missing over these last 2 years. Hopefully, if we can get out of this pandemic, which is hoped by everyone. So hopefully, starting this spring, things will get better. The only way to reduce a list and to catch up, make it go where it should be, and that is a zero waiting time, is to invest heavily into capacity. And I'm glad to hear, Dr. Feller, that you think that the government is going to react well on that with a plan. I look forward to seeing that. Some of the orthopedic surgeries, if I'm not mistaken, were outsourced to private clinics, and I'm just wondering if you think that that's going to be a way of solving the problem going forward. And I see now that we have Chantal Souligny joining us, so maybe hi Chantal, maybe we can. You can have a short answer for that. Yeah. I think we're going to be using everything that we'll be able to use. I think we'll use full capacity of the hospitals. I think we'll get extra financing for extra volumes. I think we'll be using the private sector as much as possible to try to catch up. And I think we'll need at least 2 or 3 years to catch up, really, because the waiting lists have been are much longer than they were. Some patients will also suffer consequences from that. I think some patients with cancer will end up with a more advanced cancer, different staging, more complications. There will be a cost. The pandemic will bring a cost also in patients who did not suffer from COVID-19. So peut-être, on me dit que Chantal est arrivée. Alors, je voudrais mentionner que hier, Chantal Souligny, notre directrice des soins infirmiers, a envoyé un courriel à ses proches collaborateurs dans lequel elle annonçait qu'après 38 ans, en tant qu'infirmière au CUSM, d'abord comme infirmière sur le terrain, puis ensuite comme gestionnaire, puis finalement comme dans le poste très important de directrice des soins infirmiers. Elle a annoncé sa retraite pour le 15 avril prochain. Alors, elle avait débuté sa carrière au Royal Victoria comme infirmière de chirurgie cardiaque et par la suite dans ses premiers postes de gestion à l'hôpital thoracique de Montréal. Puis, par la suite, responsable de l'ensemble des soins infirmiers offerts aux Children's. Et en 2018, peu avant mon arrivée, elle avait été nommée comme directrice du nursing. Alors, donc, c'est certain que cette annonce-là a eu des conséquences énormes dans l'ensemble de l'organisation, pas seulement chez les infirmières. Alors, personnellement, moi, je peux témoigner que dans les 4 ans ou presque durant lesquels j'ai été ici au CUSM, j'ai eu la chance de travailler avec Chantal et je peux vous assurer qu'il y a des choses qui m'ont inquiété, mais en ce qui concerne la qualité des soins infirmiers, je n'ai pas été inquiété souvent. Je dis toujours que la qualité des soins dans un hôpital, ça relève principalement des soins infirmiers parce que les infirmières sont avec nos patients 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Je ne veux pas diminuer le rôle important des autres professionnels ou du personnel non clinique ou des médecins, mais c'est quand même le nursing qui fait qu'un hôpital offre des soins de qualité. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le CUSM est bien positionné de ce côté-là. C'est vraiment la contribution de gens comme Chantal et la contribution de Chantal au cours de ces 38 dernières années. Alors, c'est avec tristesse que je la vois partir, mais en même temps, 38 ans dans le réseau de la santé, c'est un grand nombre d'années avec toutes les réformes qu'on a vécues, tous les
si vous voulez, tous les événements qui sont succédés, des périodes plus difficiles pour le CUSM, des périodes un peu plus faciles, le déménagement, la fusion. Donc, Chantal pourrait écrire un livre avec ce qu'elle a vu au cours des 38 dernières années ici au CUSM, en passant par le Royal Vic, le Chest et puis le Children. C'était vraiment une personne qui a fait la fusion avant que la fusion se réalise ou en même temps. Donc, je veux la remercier parce que ça a été une collaboratrice très, très importante pour moi et pour l'ensemble de l'équipe de direction. Puis, je lui souhaitais la meilleure des retraites. Je lui souhaite de la santé. Je sais qu'elle est très occupée avec des obligations familiales. Je sais qu'elle s'occupe beaucoup de ses parents. Et donc, j'ai eu la chance de la rencontrer avec son papa avant Noël au S1 du Glen et de faire la connaissance avec son papa qui est un monsieur charmant. Et donc, je veux la remercier de la part de tout le monde et je vais lui souhaiter une excellente retraite. Puis peut-être que je lui laisserai la parole quelques minutes. Si elle a quelques mots à nous dire, Chantal, je te laisserai. Martine a sa main levée. Veux-tu parler maintenant, Martine? Ou? Avec plaisir. Merci beaucoup, Peter. Alors, Excusez-moi, Chantal, tu vas avoir ta chance. Merci, merci Peter. Alors, en tant que cadre supérieur au CUSM et dans la période où j'ai été PDG intérimaire, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur Chantal qui a accepté 2 fois en quelques années de quitter le rôle qu'elle avait dans l'organisation, un rôle où elle était appréciée et qu'elle aimait beaucoup pour travailler avec des groupes encore plus grands et des responsabilités encore plus grandes. Et je l'ai déjà mentionné cette semaine, mais il y a un samedi matin au début de 2018 où Chantal et moi, on s'est assises et comme notre DSI quittait l'organisation, je lui avais proposé de faire la période intérimaire du poste qu'elle a ensuite obtenu. Je vais juste ajouter que Chantal a à la fois quelqu'un qui a une vision très claire du rôle des soins infirmiers, mais dans un cadre interdisciplinaire. Et c'est quelqu'un qui sait tisser des liens. Et je pense qu'on l'a constaté tous cette semaine par le nombre de gens qui avaient les yeux pleins de larmes quand elle annonçait sa retraite. Alors, merci Chantal. Merci beaucoup. Et je m'excuse encore une fois, Chantal, de te retarder, mais Alain a sa main levée et on va les laisser. Oh, et André aussi. Donc, peut-être pour ajuster, là, au nom du Conseil des infirmières et infirmiers du CUSM, je voudrais remercier Chantal pour tout son leadership, surtout à travers la pandémie. On n'a jamais douté de notre capacité de passer au travers, puis elle a cette capacité-là d'aller chercher le meilleur de tous. Donc, un gros merci, Chantal. Merci, Alain. André? Ben, écoutez, je pense que ça va de soi que je félicite Chantal et que je la remercie. Chantal a été, je pense, dans la continuité d'excellentes relations qu'on avait entre la pharmacie et le nursing, qui, je pense, est essentiel au bon fonctionnement d'un hôpital. Je pense que le trio médecin, infirmière et pharmacien, et particulièrement entre pharmacien et nursing, a toujours fonctionné avec, honnêtement, très peu d'embûches dans les années. Puis je pense que Chantal a très bien aidé à ça avec une bonne communication, puis on a toujours eu une bonne relation. Alors, je lui souhaite une très belle retraite, très bien méritée. Salut Chantal. Merci. Merci beaucoup, André. So, yeah, go ahead, Chantal, please. Thank you so much. Thank you, everyone. C'est sûr, it is a very emotional week. C'est une semaine très, très émotionnelle parce que I always made the right choice. When I became a nurse, quand je suis devenue infirmière, at the MUHC, it was an amazing, amazing time. I've always wanted to do the best for our patients. I understand what suffering means and how it is important to recover and do our best to regain health. And I have worked very, very, I've never doubted any role that I played. And obviously through my
career development at the MUHC, I was able to develop other competencies and abilities, and that's because of the confidence and the support that I had from my colleagues and mes patrons. Et puis, j'ai jamais regretté aucun choix. J'ai même eu mes enfants au CUSM. J'ai même rencontré mon conjoint au CUSM. C'est vraiment ma deuxième famille, le CUSM. Puis, je suis quand même très fière de cet accomplissement. Puis, c'est sûr que c'est difficile de quitter ta deuxième famille, mais je peux vous dire qu'en ce moment, mes parents reçoivent des soins au CUSM, puis il n'y aura pas d'autre place que j'irai avec eux. Donc, c'est ça, c'est une autre étape de la vie, mais je voudrais vous remercier, tous les membres du conseil. J'ai toujours voulu faire le mieux pour aider la qualité des soins, puis aussi prendre soin de nos équipes. Et je suis certaine qu'avec l'extraordinaire leadership qu'il y a au CUSM, on va continuer. Puis je remercie mon équipe, Alain et tous les autres directeurs associés qu'on a travaillé très proches. Pour moi, c'est beaucoup une célébration, mais c'est difficile en même temps. Enfin, je vous remercie. Merci de votre reconnaissance. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Et I think, pas tout de suite, là, I think that on peut dire quand on est membre de la famille du CUSM un jour, on est membre de la famille toujours. C'est ça, effectivement. Et je me souviens de la journée où Martine est venue me voir. Moi, j'étais à mes débuts également. Et Martine avait pris cette grosse décision, importante décision, et de t'accueillir de façon intérimaire et ensuite en permanence. C'était la première fois que je vous ai rencontré. Et franchement, je me suis dit, comment est-ce que quelqu'un qui est si douce, si gentil, si fin, si sympathique peut être le boss d'un organisme qui est aussi important? Et voilà, j'ai compris. Ça se fait. Alors, félicitations pour ça. Alors, est-ce qu'il y a une motion qui pourrait se venir sur la plateforme à ce moment-ci? Oui. Hein? Donc, j'amène une motion là, pour féliciter et remercier Chantal pour toute sa contribution exceptionnelle au cours des 38 dernières années au CUSM. Merci. Et c'est secondé? Secondé par Dr. Feller. Oui, Merci, absolument, Dr. absolument. Feller. Alors, tout le monde est pour. Alors, félicitations, Chantal, et merci de tout ce que tu as fait pour le CUSM. Et on te souhaite tout le bonheur pour l'avenir. C'est mérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est réciproque. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Okay. On est rendu, est-ce qu'il y a autre chose, Dr. Feller, ou est-ce qu'on est rendu à la période des questions? Ben, on pourrait aller à la période des questions, mais en même temps, je vais en profiter pour lire 2 commentaires que j'ai reçus là, durant la rencontre. So first of all, I just saw that Mrs. Sarah Cohen, she wrote to everyone, I think the clients deserve a huge vote of thanks for adapting to cancel indefinitely postponed treatments and surgeries for how gracefully they adapted. Thank you very much, Mrs. Cohen, for writing that down, because I haven't had a single complaint over the last 2 years about this. I know some people spoke to the ombudswoman about that, but I think everyone understands that it was a unique situation. And at the same time, we did try to prioritize cases, especially cancer cases and heart cases, to make sure that we were not harming anyone as much as possible, and trying to give them the treatment they required if it was urgent or more importantly needed on a short notice. So thank you very much, and thank you to our patients. The other comment I got during the meeting comes from Mrs. Lisa Rosati.
of course, of the Patients Committee. So she writes, to the RVH and Montreal Children's ICU teams, I imagine that will apply as well to the MGH ICU teams. A huge thank you is extended by us to both teams for generously collaborating to ensure that the vital care needed was provided to adult COVID-19 patients. We recognize the unprecedented challenge in the planning and reorganization of ICU staffing, equipment, resources, and all others involved that were required in order to make these necessary accommodations. As well, we acknowledge and sincerely appreciate all the extraordinary efforts to maintain the safety of patients while providing expert care during this persistent pandemic. Warm regards, RVH Patients Committee, and Montreal Children's Family Advisory Forum, Cedars Patients Committee. Alors, je transmettrai ce message-là à l'ensemble du personnel et de nos unités de soins intensifs, puis aussi aux étages. Alors voilà, merci beaucoup, Mme Rosati, pour le message que vous m'avez envoyé durant la rencontre. C'est très approprié. Merci. Vos questions? Oui, il y a une question. Je vais la lire, Monsieur le Président. We got only one question. The question is from Dr. Sarah Anafi, who's a fourth-year resident in psychiatry, and she's based at the Montreal General. So on January the 14th, an announcement was circulated via email that several categories of employees would be eligible for free parking, with the notable exclusion of residents and fellows. Sorry about that. As you can imagine, this was received with much dismay and disappointment. Residents and fellows are currently enduring a significant increase in workload and increased exposure to COVID-19. This experience of exclusion contributes to a sense of going unappreciated when morale is already running very low. Will the MUHC consider revising this criteria to include free parking for residents and fellows? So thank you very much, Dr. Anafi, for your question. Actually, these changes and the rules came from the government and the Ministère de la Santé et des Services Sociaux, which asked us to provide free parking to certain category of workers. And that was part of the effort to bring more personnel to deal with the peak of the COVID pandemic. So it wasn't a rule that was made at the MUHC, it came from the ministry. But still, after you ask a question, and the discussion had been going on at the CCNU level, these decrees, the recent suspension of parking fees falls under the ministerial decrees 2022-003 and 2022-008. As the decrees applies to employees in category 1 to 5. So that's the majority being unionized and unionizable employees. Les syndiqués, les non-syndiqués. Les syndiqués et les syndicats non-syndiqués en français. This is what the MUHC announced. After reassessment of the situation by senior management, including after receiving your question, the application of the suspension of parking fees will apply on all categories of personnel, including residents and fellows. Having said this, as mentioned in the initial announcement, due to the lack of parking availability, this measure applies only to regular current MUHC parking permit holders and not on any other products sold for parking. This will be retroactive to January 16, 2022. So that's a step. We would have liked to do more, but we're really limited, especially at the general, by the availability of parking at the present moment. So that was the question. Thank you, Dr. Anafi, pour votre question. Voilà. C'était la seule question aujourd'hui, Monsieur le Président. Well, merci, Dr. Ferrand, pour ça. Et je pense que vous avez pris la bonne décision là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viendraient du Conseil sur des items d'aujourd'hui? Sinon, il reste de vous remercier, Monsieur Dr. Ferland, pour le travail que vous faites et pour l'excellent travail de votre équipe et tout le personnel du CUSM dans cette période qui perdure trop longtemps. Et nous avons hâte
pouvoir se voir à vive voix. Et entre-temps, on vous souhaite bonne conduite jusqu'à la prochaine réunion. Et merci beaucoup tout le monde. Merci au public de participer avec nous dans cette réunion. Et à bientôt. Merci, M. le Président. À bientôt. Merci. Bye.